nous allons commencer avec la première conférence de cet après-midi, qui s'intitule « Juger le génocide au Rwanda ». Juste un dernier petit mot de remerciement avant de commencer. Je souhaite vraiment remercier très sincèrement Stéphane Aubin-Rousseau, qui m'a véritablement initiée au génocide des Tutsis au Rwanda, et surtout Hélène Dumas pour son soutien tout au long de l'organisation de cet événement, un soutien vraiment très précieux. Et pour finir, merci à Eugénie pour vos conseils jusqu'à une heure avancée de la nuit hier soir. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième table ronde donc, qui s'intitule « Juger le génocide des Tutsis au Rwanda ». Effectivement, la justice a joué et joue un rôle essentiel dans l'après-génocide, tant pour déterminer les responsabilités historiques que pour permettre au pays et aux Rwandais de se reconstruire. Cette justice, nous allons le voir, s'étale sur plusieurs échelles territoriales, mais aussi sur plusieurs échelles temporelles. Cette justice, elle pose également de nombreuses questions auxquelles il est difficile de répondre. Comment juger un génocide et comment juger l'impensable? La justice permet-elle à elle seule de réconcilier un pays et de reconstruire un peuple? Pour répondre à ces questions et nous éclairer sur ce sujet, nous avons la chance de recevoir 5 intervenants: Afroza Gauthier et Alain Gauthier, Hélène Dumas, Raphaël Maison et Rachel Landon. Pour rappel, et avant d'aborder le fond du sujet, cette conférence sera organisée autour d'abord d'une discussion liminaire d'une 50aine de minutes, puis d'une discussion transversale qui permettra un échange entre les différents intervenants, et enfin d'une conclusion qui sera celle de Raphaël Maison et qui ouvrira ensuite au dialogue avec le public. Je laisse donc maintenant la parole à Camille qui va introduire Hélène Dumas, vous êtes historienne, vous êtes chercheuse au CNRS, vous relevez de l'Institut d'histoire du temps présent. Vous avez notamment publié donc, Le génocide au village en 2016, dans lequel vous développez une approche avant tout micro-locale et anthropo-historique du génocide. Un génocide que vous décrivez comme un génocide de la proximité. Vous analysez le reversement des liens familiers au Rwanda. Et un ouvrage qui est issu en grande partie de votre thèse consacrée au procès Gacaca au Rwanda, une thèse que vous avez effectuée sous la direction de Stéphane Aubin-Rousseau, qui est donc le fruit d'une enquête menée durant plus de 10 ans au Rwanda, où vous avez assidûment assisté aux audiences des procès Gacaca. Par ailleurs, un travail qui repose sur votre connaissance très fine du Kinyarwanda. Vous expliquez que les Gacaca provoquent donc une forme de seconde naissance du génocide, puisque les procès se déroulent notamment sur les lieux mêmes du massacre. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur le rôle crucial des procès Gacaca? Merci Camille, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est une forme de justice très particulière qui a été mise en place au Rwanda à l'orée des années 2000, donc on appelle les juridictions Gacaca, qui se sont mises en place de manière très progressive à partir d'une loi organique qui date de juin 2001, et puis ensuite elles se sont mises en place surtout à partir de 2005, elles ont fonctionné jusqu'en 2012. C'est vraiment la justice du génocide au Rwanda. Et alors, j'étais assez confortable dans ma position d'historienne, d'observatrice depuis les sciences sociales de cette forme de justice, et je crois que ça m'a aidé de ne rien connaître au droit, ou très peu, pour observer ces juridictions qui ont très peu de rapport avec la manière dont peut fonctionner un tribunal pénal international ou une cour d'assises ici dans notre pays. Pourquoi? Parce que ces juridictions, elles ont été créées pour 2 raisons. D'abord parce que, vous le savez, le génocide des Tutsis a vu la participation massive d'une part importante de la population civile qui, avec l'investissement de l'État,
serrer dans un étau très étroit les victimes. Et cette participation populaire, les autorités rwandaises ont voulu en rendre compte devant la justice. Et il y avait, à la fin des années 1990, près de 120 000 personnes en prison au Rwanda. Et le Rwanda détenait le record mondial de densité carcérale. Donc il y a cet aspect, si vous voulez, statistique qui a fait qu'il fallait penser à une autre forme de justice pour pouvoir juger tout le monde. Et l'autre raison, l'autre fil généalogique qui permet de comprendre la mise en place des Gacaca, c'est aussi la volonté des autorités rwandaises de ramener le crime à l'échelle où il avait été commis, c'est-à-dire à l'échelle des collines et à l'échelle des quartiers, et que cette justice soit bien rendue par les acteurs eux-mêmes, les acteurs sociaux eux-mêmes, et les juges, de ce point de vue, qu'on appelle Inyangamugayo, qui sont des personnes intègres, qui étaient censées l'être en tout cas, ne sont une des conditions pour qu'ils soient élus, c'est précisément qu'ils n'appartiennent à aucune profession judiciaire. C'était donc des voisins qui allaient juger des voisins sur les lieux du crime. Donc ces élections ont lieu entre 2001 et 2002. Mais tout de suite, un problème est apparu dans cette justice de proximité, c'est qu'un certain nombre de ces juges ont été ensuite accusés d'avoir participé au génocide. Et près d'un tiers d'entre eux ont été destitués après que ces accusations aient été portées contre eux. Donc c'est une justice, si on dit justice populaire, ça rappelle des mauvais souvenirs ici, mais c'est véritablement ça. Et c'est une justice qui épouse un peu aussi les logiques du crime. Cette proximité, cette insertion à la fois dans les mondes sociaux et affectifs et dans une topographie particulière qui est donc celle des collines, des fleuves, des champs de sorgho, on en parlait ce matin, voilà, d'une topographie très singulière. Et donc les paysages mentaux, si vous voulez, des acteurs étaient ceux du génocide. C'est pour ça que les Gacaca ont fait réémerger le temps du génocide 12 et voire 15 ans après la commission de ce dernier. Je voudrais ajouter une chose, parce que souvent on présente les politiques de justice qui ont été appliquées au Rwanda après le génocide de manière un peu hiérarchisée en disant que le TPIR a pris en charge, on va dire, les cerveaux, les plus hauts responsables du génocide, c'est vrai, mais les Gacaca ont également jugé des bourgmestres, des prêtres, donc il y a eu aussi des personnalités qui avaient soit un pouvoir moral, religieux et politique, il y a même des majors de l'armée rwandaise qui ont été jugés devant les Gacaca. Donc il faut se méfier de cette hiérarchie qui est souvent présentée quand on parle des politiques de justice. Et par ailleurs, ce qui était très frappant dans les audiences, c'est que, à mon sens, on ne peut pas parler de décideurs et d'exécutants. Je pense que les Gacaca ont mis en lumière l'autonomie meurtrière donc des acteurs locaux et permettre de penser le génocide de manière beaucoup plus dialectique entre les ordres qui viennent d'une chaîne très visible donc, de l'État ou de l'armée, et puis ces impulsions locales. Et ça me permettait de regarder le génocide vraiment au plus près de son exécution. Merci beaucoup, Hélène Dumas, pour ce premier témoignage qui permet de nous éclairer sur le fonctionnement de la justice post-génocide au niveau du Rwanda. Raphaël Maison, vous êtes agrégé des facultés de droit, professeur en droit public à l'Université Paris-Sud et spécialiste de la justice pénale internationale. Vous êtes notamment l'auteur de Pouvoir et génocide dans l'œuvre du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a été publié en 2017, dans lequel vous analysez la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda pour en exposer les mécanismes et les contradictions. Alors, maintenant que nous avons vu ce premier échelon de la justice post-génocide, peut-être pourriez-vous nous expliquer comment s'est mis en place le Tribunal pénal international pour le Rwanda
et comment il s'articule avec les autres échelles de juridiction. Ça marche? Oui, d'accord. Donc du local à l'international, je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées par mail et puis d'évoquer 3 points qui me semblent importants pour le bilan, parce qu'en 10 minutes, c'est difficile de traiter de tout. Donc pour présenter le TPIR brièvement, c'est donc une juridiction internationale qui a été créée par le Conseil de sécurité en 1994, donc juste après le génocide, par une résolution 955 sur laquelle on pourra éventuellement revenir, qui a rendu ses premiers jugements en 98-99 et qui a fermé ses portes à l'année 2015. Il se maintient actuellement sous une forme, je dirais, allégée, qui est celle du mécanisme, le nom est assez barbare, mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des TPI. Bon, c'est un mécanisme résiduel. Bon, ça sonne pas très bien pour un tribunal, mais ça reste une sorte de tribunal. Donc il siège, le TPIR, je l'appellerai le TPIR, a siégé essentiellement à Arusha et le mécanisme maintenant se trouve essentiellement à La Haye. Donc le TPIR a prononcé 90 mises en accusation, donc il a jugé à peu près 80 personnes. Il a une compétence qui couvre les violations du droit humanitaire avec le génocide mais pas uniquement le génocide. Et tout le monde peut être poursuivi pour des actes de violation du droit humanitaire au Rwanda en 1994 et sur le territoire d'États voisins, mais pour le territoire d'États voisins, seulement les Rwandais. C'est un petit peu étrange, mais je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails de la création de cette juridiction. Alors, ce tribunal a un lien évident avec les procès qui se sont tenus en France, puisque c'est sur la base d'une loi de transposition de la résolution du Conseil de sécurité que le juge français finalement est compétent, ce qui a permis aux affaires dont nous parlerons d'Afrosa et Alain et Rachel de prospérer. Donc là, il y a un lien évident entre cette résolution du Conseil de sécurité et les procès qui ont eu lieu en France. Il y a un lien aussi avec évidemment le Rwanda, puisque sans coopération du Rwanda, il est vraiment très difficile de mener des procès. Donc évidemment, là, il y a aussi un lien. Bon, je pourrais revenir sur des aspects techniques lors de la discussion. Je voudrais aborder très rapidement, je n'aborderai pas tout d'ailleurs, mais 3 questions qui me semblent essentielles. D'abord, est-ce que le tribunal est parvenu à dire les spécificités du génocide des Tutsis au Rwanda? Première question. Deuxième question, le tribunal a-t-il réussi à identifier le pouvoir génocidaire? Bon, ça, je n'aurais pas vraiment le temps de le traiter. Et puis, troisième question, le tribunal a-t-il été tributaire d'influence politique dans son analyse du génocide? Alors oui, mon programme est hyper large, donc ça risque d'être assez sommaire. Sur la spécificité du génocide, je crois qu'on peut dire que dès les premières affaires dont il a eu à connaître, le tribunal a vraiment mis l'accent sur l'ampleur des massacres, leur caractère organisé et leur nature discriminatoire. Donc, dans les premiers jugements, le premier jugement c'était celui du Premier ministre d'ailleurs, Jean Kambanda, et puis celui d'Akayesu. Akayesu était un bourgmestre, mais pour sanctionner sa participation au génocide, le tribunal est obligé de dresser une sorte de figure immédiatement de l'ampleur des massacres pour dire oui, il a participé à quelque chose qui était un génocide. Donc ça c'est les premiers jugements. Ensuite on a eu des jugements, je dirais, portant sur des aspects plus localisés, avec figurant une espèce de collectivité génocidaire un petit peu fractionnée, avec des images ponctuelles du génocide en réalité, sur plusieurs régions, sur plusieurs villes. Bon, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, je suis désolée, mais tous ces jugements insistent sur l'organisation et les mobilisations plus ou moins locales et font apparaître différentes figures d'autorité, de celles qui peuvent rejoindre d'ailleurs celles des Gachacha, des bourgmestres, mais aussi des préfets, des militaires, des notables, des prêtres, voilà, et des membres du gouvernement. Mais alors les affaires sur le pouvoir national, je dirais, sur le pouvoir gouvernemental apparaissent un peu plus tard, et posent un certain nombre de difficultés. Ce qu'on peut dire aussi, donc je dirais, le tribunal a vraiment caractérisé l'ampleur des massacres, leur organisation, ça n'a pas du tout été minimisé, et il a aussi évidemment mis l'accent sur le caractère discriminatoire des massacres, avec un travail sur la propagande,
sur la propagande génocidaire dans la célèbre affaire des médias, que certains connaissent bien ici, et puis dans le procès d'Ukindi, où les juges ont été amenés à faire un exercice de traduction finalement de la langue génocidaire. Donc on a un morcellement de la jurisprudence, évidemment, mais ça n'élude pas, je crois, la spécificité du génocide des Tutsis, qui est caractérisée dans son ampleur, dans son organisation, dans la construction du groupe ciblé. En revanche, je crois que le tribunal, on peut dire, si l'on fait un bilan, qu'il a un peu peiné à déterminer le lieu ou les lieux du pouvoir génocidaire central. C'est mon sentiment, hein, tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord avec moi. Donc le tribunal est-il parvenu à saisir le pouvoir génocidaire? Bon, là je crois, j'évoquerai juste 2 points que je ne vais pas développer. On peut montrer les limites du travail du tribunal, me semble-t-il, avec 2 exemples. Celui de l'échec des procès sur l'entente en vue de commettre le génocide, donc l'organisation, l'entente, le complot, qui est une accusation qui a quand même été assez insatisfaisante et qui a un peu échoué. Et puis aussi, on peut illustrer ses défauts, ses lacunes, par le renvoi au travail sur le gouvernement du génocide, hein, puisque là on a quand même des échecs assez flagrants du tribunal, à la fois sur le pouvoir officieux, hein, l'affaire Monsieur Z, et puis à la fois aussi sur le pouvoir gouvernemental, puisque dans l'affaire dite gouvernement 2, les 4 ministres du gouvernement intérimaire ont finalement été acquittés, hein, avec des jugements qui sont tout à fait insatisfaisants. Alors il y a quand même un jugement qui est plus intéressant, je dirais, du point de vue de ce que le tribunal a lui-même appelé d'ailleurs la politique du génocide, c'est le jugement Carrera, hein, gouvernement 1, où là on a plus de choses. Et on a plus de choses notamment sur le système de la défense civile, hein, qui, je crois, était très important, et qui a été avancé, qui a été analysé un peu dans cette affaire. Hein. En tout cas, cette affaire en parle relativement précisément. Donc, je ne veux pas, comme nous sommes très limités dans le temps, quoi que remarquez, je n'ai parlé que 5 minutes là, donc je pourrais développer un. J'en viens à mon 3e point, mais bon, je ne veux pas m'avancer trop par rapport au débat. Mon 3e point porte sur la possibilité d'envisager qu'il y ait eu des influences politiques dans l'analyse du génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Bon, alors là, je voudrais souligner 2 points. J'y reviendrai peut-être en conclusion, puisque ça fera la transition avec la séance d'après. Il y a 2 points qu'on peut souligner. D'abord, la restriction temporelle du mandat du tribunal, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la résolution 955 du Conseil de sécurité limite la compétence du tribunal à l'année 1994. Et quand on regarde les débats qui ont précédé cette résolution, on n'a pas accès nécessairement aux négociations qui ont conduit, hein, au statut du tribunal. On n'a pas de travaux là-dessus, et peut-être que les sources ne sont-elles pas accessibles, mais en tout cas, ce qu'on a, c'est les débats au Conseil de sécurité, et même dans ce lieu relativement feutré qu'est le Conseil de sécurité, on voit quand même 2 États en opposition, le Rwanda qui est représenté en 1994 au Conseil de sécurité, alors par ces 2 gouvernements, d'abord le gouvernement génocidaire, qui est représenté pendant la période du génocide, donc c'est très sympathique, et puis ensuite le gouvernement issu de la victoire du FPR, et quand je parle de la résolution 955, évidemment c'est après la victoire du FPR, donc c'est le nouveau gouvernement qui est représenté. Le nouveau gouvernement est très insatisfait, et d'ailleurs il va voter contre alors qu'il est à l'origine de la demande de la création du tribunal. Il va voter contre la création du tribunal parce qu'il estime essentiellement, on a souvent dit oui c'est parce qu'il voulait qu'il y ait la peine de mort, il n'y a pas la peine de mort. Je ne pense pas que ce soit l'objection principale. L'objection principale c'est l'objection temporelle, c'est-à-dire que le Rwanda souhaitait que l'on puisse examiner la période préparatoire, c'est-à-dire le Rwanda demandait que le tribunal puisse examiner ce qui s'était produit à partir de 1990, hein, pour saisir la phase préparatoire en parallèle, hein, du conflit qui se nouait au Rwanda. Alors les négociations apparemment ont été très tendues et il est assez clair quand on regarde ces débats que la France était très opposée à ce que l'on examine la période 90-94. Donc c'est un peu la France qui a triomphé, dirais-je, puisque on a limité à l'année 94, mais il y avait des possibilités juridiques de revenir à des faits antérieurs. Ces possibilités juridiques, finalement, ont été écartées par un arrêt de chambre d'appel de 2003.
Donc ça c'est la première question où on voit quand même que à partir du moment où on décide de créer l'institution, on a déjà un cadre politique qui est posé. C'est-à-dire on ne va pas regarder le langage cantateur. Ce qui est un peu étrange, c'est une bizarrerie quand même par rapport à d'autres statuts, d'autres juridictions. On dit on va juger le génocide, mais éventuellement vous pouvez regarder un petit peu avant ce qui s'est produit, la période de préparation. Bon là c'est vraiment assez figé et je crois que là le cadre politique a été posé dans la compétence temporelle. Deuxième point qui soulève des difficultés s'agissant d'éventuelles influences dans le travail du tribunal, influence dans les enquêtes peut-être. Bon là c'est très difficile à mesurer parce que travailler sur l'intérieur du tribunal c'est quasiment impossible, sauf lorsqu'on a quelques témoignages un peu imprudents comme celui de Carla Del Ponte qui a été procureur du TPIR et qui nous livre quelques éléments dans son livre qui par ailleurs n'est pas très intéressant puisqu'il s'appelle La traque, les criminels et moi. En grosso modo, c'est et moi, et puis la traque. Donc, c'est assez narcissique, mais elle nous donne quand même un certain nombre d'éléments, notamment sur ses rapports avec le juge français à l'époque. Le juge à l'époque antiterroriste, le juge Bruguière, elle explique dans son livre qu'elle avait des contacts avec Bruguière et qu'ils se sont mis d'accord pour que finalement l'enquête sur l'attentat soit confiée aux autorités françaises. Bon, déjà, c'est pas très intelligent à l'époque, puis c'est peut-être pas très prudent de le révéler. Pour nous, c'est bien. On a en tout cas un témoignage officiel de ces négociations qui ont conduit à confier l'enquête sur l'attentat considéré comme l'élément déclencheur, entre guillemets, l'élément déclencheur du génocide, confié aux autorités françaises, ce qui pose quand même un sérieux problème, et ce qui a donné lieu à un sérieux problème d'ailleurs avec l'ordonnance Bruguière, je dirais une sorte de scandale judiciaire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, allez regarder, c'est quand même assez fantastique. D'autre part, je crois que dans le corpus judiciaire, quand on l'examine dans sa globalité, ce que j'ai essayé de faire notamment sur les affaires nationales, c'est quand même très frappant de voir qu'il n'est jamais question de la France. Il est question de la France parce qu'on sait, par la défense a demandé à ce que les archives de l'ambassade de France soient livrées, puisqu'on sait que les membres du gouvernement intérimaire se sont rassemblés à l'ambassade de France. On le sait notamment, oui je vais vite mais c'est quand même important, donc j'ai pas dépassé mon temps, j'ai commencé au quart et il est 25. Ces éléments ont été révélés par la défense. Le procureur n'a jamais cherché à enquêter sur la constitution du gouvernement. C'est les avocats de la défense qui, pour assurer la défense de leurs clients, ont révélé ces éléments de constitution, enfin en tout cas de rassemblement des membres pressentis du gouvernement à l'ambassade de France. Par ailleurs, on a quand même plusieurs interventions militaires au Rwanda de la France dans la période. L'intervention à Marinis, où on sait qu'un certain nombre de personnels Tutsi, notamment du centre culturel, ont été abandonnés. Donc on a quand même une intervention à Marinis, puis évidemment l'intervention turquoise, et il n'en est jamais question. Alors qu'un certain nombre de jugements relatent l'histoire de la guerre civile, l'histoire de la minuar, l'organisation des forces armées rwandaises. C'est pas qu'on ne travaille pas la question française, c'est que simplement elle disparaît complètement. Il n'est absolument pas fait mention ni de norrois, ni de turquoise, un tout petit peu turquoise dans l'affaire Bagosora et dans l'affaire Karemera, mais vraiment de manière un petit peu incidente, et dans l'affaire Bagosora en raison de la défense des accusés qui ont appelé des militaires français à témoigner. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu, forcément il y a une forme de... Je ne dis pas qu'il fallait enquêter, parce qu'il y a peut-être des choses plus importantes à travailler pour le tribunal, mais faire disparaître complètement les faits, c'est quand même assez surprenant. Donc moi je pense qu'il y a eu forcément une forme d'influence politique dans le travail du tribunal. Voilà ce que je peux dire, et je répondrai bien sûr aux questions que vous pourriez me poser, puisque là c'est évidemment très sommaire. Et merci aux organisateurs. Merci beaucoup, Marc Maison. Quant à vous, la Rosa Gauthier, votre action s'inscrit justement dans le sillage de ce mécanisme allégé qui est devenu apparemment le TPIR.
Vous avez activement participé donc, aux côtés de votre époux Alain Gauthier à la fondation du CPCR, donc le collectif des parties civiles pour le Rwanda, qui a été donc fondé en 2001, pour que, malgré tout, la justice continue d'être rendue aux victimes du génocide. Alors, Dafrosa, vous êtes d'origine rwandaise, vous êtes ingénieur de formation. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur votre expérience, sur votre parcours personnel qui vous a amené à fonder le CPCR? Oula, je vais peut-être pas vous contredire Camille, mais je vais peut-être laisser Alain parler avant pour un peu être dans la continuité de Raphaël. Vous pouvez très bien parler ensemble. Non, mais je parlerai, bien sûr. Mais je pense que ce sera un peu plus cohérent. D'accord. Excusez-moi. Il n'y a aucun souci. Donc, Alain Gauthier, vous avez également fondé le CPCR. Donc, vous pouvez... c'est le président. Vous pouvez tout aussi bien en parler. Donc, le fonctionnement du CPCR, ses limites, ses succès. Voilà. Merci. Oui, on avait prévu, bonjour, on avait prévu effectivement, Dafrosa souhaitait parler après moi, elle m'a dit je dirai tout ce que tu n'as pas dit. Donc il y aura beaucoup de choses à dire. Donc effectivement, je représente le collectif des parties civiles pour le Rwanda, que nous avons créé en 2001, et dont l'objet est essentiellement de poursuivre en justice les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis du Rwanda, et qui sont sur le sol français. C'est en cela, la France applique en cela ce qu'on appelle la loi de compétence universelle, qui permet de juger des étrangers qui ont commis des crimes à l'étranger, sur des étrangers, à une seule condition, c'est qu'au moment du dépôt de la plainte, eh bien, ces personnes-là soient officiellement sur le sol français. Donc ça, c'est, je dirais, l'essentiel de notre travail. Depuis la création du CPCR, on a un autre volet qui n'est pas dans les statuts, mais en fait, nous intervenons aussi très souvent, comme nous le faisons aujourd'hui, dans des lycées, mais aussi on était intervenu déjà à Sciences Po ici à Paris, Sciences Po Reims, École des journalistes de Lille. Enfin, nous avons de nombreuses interventions, je dirais, ou dans les lycées, dans le domaine de l'éducation. Ça nous paraît essentiel. Alors, dire d'abord que la Cour de cassation, à 42 reprises déjà, a refusé de répondre positivement aux demandes du Rwanda pour extrader des personnes qui auraient participé au génocide. Or, normalement, quand un pays n'extrade pas, il doit juger. Or, pendant, je dirais, 24 ans, le parquet n'a jamais été à l'initiative des poursuites judiciaires. Lorsque nous avons créé le collectif des parties civiles en 2001, 6 plaintes avaient déjà été déposées, mais qui n'étaient instruites, je dirais, que de temps en temps par le juge ou la juge d'instruction qui était en charge de ces dossiers, sans avoir été déchargé de ces autres affaires, je dirais les vols de mobylettes, etc. Donc, en 2001, quand nous créons le collectif des parties civiles, nous contentons, je dirais, de nous porter partie civile dans 3 des dossiers qui étaient déjà à l'instruction. Et puis, à partir de 2001, eh bien, nous avons nous-mêmes commencé nos enquêtes. C'est-à-dire que chaque fois qu'on nous parlait de la présence de telle ou telle personne qui aurait participé au génocide et qui vivrait en France, ou bien quand nous-mêmes nous découvrions qu'une de ces personnes-là était sur le sol français, eh bien, nous avons toujours eu la même démarche. C'est-à-dire que nous commençons par nous rendre au Rwanda, sur les lieux des crimes, pour aller recueillir des témoignages. Témoignages soit des familles de victimes, des rescapés, soit témoignages des tueurs. Ces tueurs, soit on les rencontre chez eux, quand ils ont purgé la peine qu'ils avaient eu à purger, soit en prison. Ça me permet de faire le lien avec ce qu'on a dit ce matin et sur le côté indispensable des témoignages. Toutes les plaintes que nous avons déposées, et depuis 2001, c'est le CPCR qui est à l'origine de toutes les plaintes, nous en avons déposé 25, et toutes nos plaintes reposent bien évidemment sur
des témoignages. Ces témoignages que nous recueillons. Lorsque nous les avons recueillis, eh bien, nous les traduisons. Dafrosa les traduit s'ils ont été recueillis en Kinyarwanda. Nous les remettons à nos avocats. Nous avons 4 cabinets d'avocats actuellement qui travaillent avec nous, qui eux-mêmes déposent les plaintes auprès du pôle crime contre l'humanité qui a été créé à Paris depuis janvier 2012. Bon, je ne m'étendrai pas sur la difficulté qu'il y a aujourd'hui de plus en plus à recueillir les témoignages. Là aussi, on pourrait parler longtemps de cette difficulté. Les témoins, parfois, ne veulent plus parler, tout simplement parce qu'ils veulent tourner la page. Les tueurs, parfois, ne veulent rien dire parce qu'ils ne veulent pas dénoncer ceux avec qui ils ont fait le génocide. D'autres, au contraire, sont très contents de témoigner parce que ceux qui ont réussi à quitter le Rwanda eh bien, vivent en toute impunité alors qu'eux ont payé leurs dettes. En tout cas, c'est de plus en plus difficile de trouver des témoins. Nous repartons au Rwanda la semaine prochaine. Nous allons travailler sur... nous avons encore 4 dossiers sur lesquels nous aimerions enquêter pour pouvoir déposer de nouvelles plaintes. Rapidement, je peux faire le point sur les dossiers qui existent. Pour l'instant, s'il vous plaît, un génocidaire, enfin non, il est mort innocent, Claver Camana est décédé avant d'avoir été jugé, donc il est mort innocent. Un dossier a été transféré en Belgique, c'est celui de Fabien Neretse, qui sera normalement jugé devant la cour d'assises de Bruxelles dans les mois qui viennent. Il était aussi poursuivi en Belgique. Un des dossiers que nous avions travaillé, c'était, je dirais, celui qui nous avait donné le plus de mal au début, Dominique Naopuliayo, a été transféré au TPIR, qui le réclamait. Il a été jugé et condamné à 25 ans, puis 20 ans de prison en appel. 4 non-lieux ont été prononcés en France dans les plaintes que nous avons déposées. Teguera, Paul Camille, Kanyamihigo, il s'appelait Camille quand il est devenu français, Félicien Baligila, et puis, je dirais le plus emblématique, celui de l'abbé Wenceslas Boniechaka, qui est poursuivi depuis 1995 et qui a bénéficié donc d'un non-lieu. Nous nous sommes pourvus en cassation. 3 condamnations ont été prononcées, celle de Pascal Simbikangwa, 25 ans de réclusion, en première instance et en appel, et à perpétuité, la perpétuité pour 2 anciens bourgmestres, Octavien Guinzi et Tito Barreira. J'en profite pour dire 2 mots, peut-être que je ne devrais pas, mais parce qu'on m'a communiqué un message juste avant de commencer la séance, peut-être que vous entendrez parler d'un ouvrage qui vient d'être publié par l'avocat de Simbikangwa et également celui de Guinzi en appel. Fabrice Epstein. Fabrice Epstein vient de sortir un livre dont j'ai toujours pas compris le titre, Un génocide pour l'exemple. Certains d'entre vous l'ont reçu. Si vous permettez, je ne vais pas en parler plus. Ne le lisez pas. Ou alors ne l'achetez pas. Personnellement, j'ai des amis qui m'ont... Enfin, je me suis porté volontaire pour en faire une note de lecture. J'ai fait une note de lecture la semaine dernière. Pendant 3 jours, j'ai lu le livre, j'ai essayé de bien l'analyser. Si vous m'envoyez un message à collectif Parti Civil Rwanda, collectif Rwanda AOL.com, je vous enverrai la note de lecture, ça vous évitera de lire. C'est odieux. C'est odieux. C'est d'autant plus odieux qu'il va faire et c'est là où j'ai appris, il va faire une séance de dédicace en présence de M. Védry. Et oui. Je continue les plaintes. Nous attendons 3 génocidaires, enfin 3 personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide, ont été déférés devant la cour d'assises, mais ils ont fait appel. Claude Mouaïmana, dont on attend la décision d'appel le 29 mars. C'est reporté. Bon, dans une semaine. Le délibéré? Oui. Bon, ok. Bon, ça ne fait qu'une semaine de plus, il a encore gagné ça. Sosten Moniemana, le médecin de Villeneuve-sur-Lot, et puis Laurent Boutibalouta, le préfet, l'ex-préfet de Guy Congolo. Ils ont fait appel, on attend. D'autres, bon, il y a des instructions qui sont clôturées, je ne vais peut-être pas la peine de m'appesantir. D'autres affaires sont toujours à l'instruction, parmi elles, celle de Agathe Kanziga. On me demandait tout ce matin où on en était. Agathe Kanziga, je dirais c'est la plus célèbre des sans-papiers, puisqu'on lui a refusé le statut de réfugié politique.
On lui a refusé un titre de séjour, elle a fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme, mais quand on sait que la Cour européenne des droits de l'homme met 4-5 ans pour donner sa réponse, elle a encore un petit peu de temps devant elle. La plainte que nous avons déposée contre elle date du 13 février 2007. Voilà, bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je vous ai dit que nous continuons à préparer des plaintes. Je ne parlerai pas non plus des difficultés que nous avons. J'ai parlé de la difficulté de trouver des témoignages, la difficulté de financer tous ces procès. Donc bientôt, nous aurons quand même certains avocats qui nous défendront pro bono, se contentant de l'aide juridictionnelle, comme un certain nombre. Ça nous soulagera un petit peu. En tout cas, pensez bien qu'il s'agit là d'un travail, je dirais, de longue haleine, qui nous occupe à temps plein, mais que nous nous sommes engagés à faire. Je terminerai en disant simplement que, depuis peu de temps, le parquet a quand même décidé d'ouvrir l'instruction dans deux dossiers, donc à son initiative. Il y a un certain Thomas Nabadaïga qui a été arrêté à Mulhouse, il est incarcéré actuellement, et le parquet nous a demandé si nous voulions nous porter partie civile, ce que nous avons fait aussitôt. Et puis Mutangana, le frère de Simi Kangwa, qui est aussi poursuivi. Je signale enfin que un a essayé de Philippe Magnier, Philippe Atel-Ekimana, qui habitait à côté de Rouen, à côté de Rennes, à Mordel, a essayé de fuir au Cameroun. Mais lorsque sa femme a tenté de le rejoindre, la police française avait signalé à la police camerounaise que son mari irait peut-être l'attendre à l'aéroport. C'est ce qui s'est passé. Il s'est fait arrêter au Cameroun et il vient d'être ramené en France. Je suppose qu'il est actuellement incarcéré dans la mesure où il a essayé de fuir. Et j'espère qu'un jour, lui, il sera jugé. Voilà, je laisse la parole à Nafrosa qui pourrait... Moi, j'ai abusé de mon temps. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, je vais être très très brève parce que Alain a dit l'essentiel. Mais moi je vais me positionner sur un côté un petit peu plus personnel de l'engagement. Je suis héritière de l'histoire dont on parle depuis 60 ans. Je suis née à Butare, dans le sud du Rwanda, en 1954. Donc la violence s'est invitée dans ma famille à l'âge de 5 ans. Même si je n'ai pas compris très bien à ce moment-là, avec mes yeux d'enfant, de petite fille, on comprend très vite que les choses ne sont pas normales, que la situation est différente de l'habitude. Donc à ce moment-là, nous avons quitté notre maison qui, dans les jours qui ont suivi, a été brûlée. Donc va commencer en ce moment-là une période d'errance. Je parle de moi, mais j'ai d'autres compatriotes qui sont devant moi. Je vois les deux Eugénie. Et je pense que dans nos familles, surtout ma génération qui a traversé à partir de 59, nous avons plus ou moins les mêmes histoires d'exil, d'errance, de massacres, de perte d'énormément dans nos familles depuis 1959. Et notre histoire est très lourde et certainement, à cause de ça, nous avons une responsabilité. En tout cas, c'est comme ça que les gens parlent. Héritier de cette histoire, mais aussi témoin. Témoin de cette période, de 59 à peu près à 64, ces exodes multiples. Moi étant du sud du Rwanda, ma famille s'est réfugiée pratiquement en totalité au Burundi. Nous sommes à quelques kilomètres, à une dizaine de kilomètres du Burundi. Ensuite vient 63 pour ceux qui sont restés, une période de grands massacres. Certains d'entre vous, vous l'avez vu, il y a André Roussel qui parle du petit génocide de Dikongolo, où il y
familles qui ont survécu ont été déportées au sud de Kigali, un endroit qui s'appelle le Bugesera, un endroit très inhospitalier. Je crois que c'est Gaël en parlait ce matin, où est parti ses grands-parents maternels et beaucoup d'autres familles Tutsi qui ont été déportées là-bas pour y mourir parce que les conditions de vie étaient vraiment pas possibles. C'était la mouche tsetse, c'était les bêtes sauvages et ceux qui ont survécu ont pu défricher, essayer de survivre à tout cela. Mais malheureusement, le génocide de 1994 les a emportés complètement en masse. Les survivants de Nyamata et de la région du Bugesera, je crois que le comptage n'est pas énorme. Ça ne dépasse pas beaucoup dans certaines familles. Il y a des familles complètement disparues. D'ailleurs, le Rwanda maintenant a institué une journée pour des familles disparues à jamais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les moments d'exode, moi c'est 73. C'était plutôt la partie intellectuelle. Les intellectuels étaient chassés des écoles, de l'administration quand on pouvait trouver un emploi, de l'administration, parce que comme vous le savez, c'est la période des quotas. Les quotas qui ont toujours existé, on a toujours été 10%, je ne sais pas si le chiffre est exact d'ailleurs, je n'en sais rien, mais c'était les quotas, on allait à l'école primaire, ça allait encore, mais pour accéder à l'école secondaire, ensuite au lycée, à chaque fois c'était de l'écrémage jusqu'à l'université. Donc la période de 73 a été une période de plus que d'écrémage, puisqu'on a chassé les Tutsis, qui restaient en ce moment-là surtout les plus instruits. Bon, je passe les détails. Moi, j'ai pu regagner le Burundi à ce moment-là. Ensuite, l'Europe, où j'ai été accueillie par mon frère qui a fui, mon frère aîné qui a fui dans les années 60 et qui vivait en Belgique à l'époque. Mais comme je vous le disais, vraiment mon histoire ressemble à plein d'autres. Si j'invite les deux Eugénie à venir parler, ça va être plus ou moins des histoires parallèles. C'est un peu ça, l'histoire des Tutsis. Mais ce matin, j'en reviens ce matin, on parlait du devoir de mémoire, mais je crois qu'il ne faut pas oublier le devoir de justice. Parce que on a 3 rescapés qui ont parlé ce matin. Ils ont évoqué, pour l'une, c'était témoignage indirect via la littérature, mais les deux autres, Félicité et Charles, je ne sais pas s'ils sont là, nous ont livré des témoignages vraiment directs sur leur vécu, leur survie. Voilà. Mais il faut savoir que s'il y a des rescapés, s'il y a eu des morts par milliers, il y a eu des tueurs au Rwanda. Bon, le Rwanda a jugé, Hélène en a parlé, Raphaël aussi, enfin Raphaël a parlé du tribunal international qui a jugé aussi, mais bon, on n'entrera pas dans les détails, mais il faut savoir que des personnes qui nous ont assassinés, la plupart sont ici, en France, Alain en a parlé tout à l'heure, donc notre devoir de citoyen est de ne pas les laisser se balader comme ça, comme si de rien n'était. C'est un devoir de citoyen parce que cette mémoire-là, elle va complètement disparaître si elle n'est pas évoquée sur l'autre volet, c'est-à-dire le volet justice. Là, on va évoquer justement ces mécanismes de mise à mort, sinon, c'est là. Si on n'évoque pas ce volet justice, cette mémoire, pour moi, elle va plus ou moins s'effilocher et disparaître. Et c'est Léaka qui disait ce matin, mais comment, qu'est-ce qui est entendable en fait?
Mais si un jour vous venez dans la cour d'assises, quand il va y avoir des procès ou pour avoir assisté à des procès de Gacaca, eh bien, tout ça est entendable parce que on va confronter, il y a, bien sûr, il y a les victimes, il y a les bourreaux qui ont fait ça. Donc, forcément, ça va être entendu. On va réhabiliter les victimes. C'est vraiment l'endroit où on va peut-être presque les ressusciter, on va les entendre, leurs familles ou les témoins vont les évoquer, sinon on ne va plus en entendre parler. Il y a des personnes qui sont mortes, je vous parlais des familles complètement disparues, mais qui sait qui va les évoquer? Qui sait qui va dire sur telle colline, la colline de Nyanza, il a vécu telle famille, et voilà, c'est les tueurs de cette colline, même si on n'a plus tout à fait les noms de ces personnes, etc. Mais au moins, on va reconstituer, peut-être que Rachel en parlera, mais l'histoire de Cabarondo, oui, c'est ça. Hein, on a pu évoquer l'histoire des lieux, on a pu reconstituer cette histoire. Et là, je pense que pour les survivants, c'est réellement un soulagement, c'est réellement... Les victimes ont été reconnues en tant que victimes. Et là, on a pu aussi avoir une sépulture digne pour ceux qui sont morts. Voilà. Et l'autre volet, ça a été évoqué ce matin, c'est aussi la transmission. Je crois que tu as bien insisté, félicité ce matin. Notre génération, la mienne du moins, qui a traversé cette histoire, nous avons un devoir énorme de transmission. Et le fait même d'être devant vous et ailleurs, d'en parler, ça va... voilà, on transmet forcément cette histoire et c'est notre devoir pour les générations. Et c'est vrai que ce matin, on avait des jeunes, il y avait Charles, il y a toi Félicité, bon, il y avait Gaël aussi. Tous ces jeunes Rwandais, eh bien, ils sont tributaires de cette histoire, c'est leur histoire, et nous les aînés, on est là pour ça, on doit, bon, on n'est peut-être pas toujours à la hauteur, mais voilà, on fait de notre mieux, on fait ce qu'on peut. Je pense que je ne vais peut-être pas être très long, je crois que tu as parlé de reconstruction aussi, et la réconciliation, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que j'en parlerai non plus parce que c'est tellement, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Mais la reconstruction, si la justice ne passe pas, je ne sais pas comment on peut reconstruire un pays. Rwanda a eu cette magie de créer les tribunaux Gacaca et vraiment, on ne le remerciera jamais assez parce que je ne sais pas ce que ce serait le Rwanda d'aujourd'hui si les Gacaca n'étaient pas passés. Je ne sais pas si on se serait vengé tout seul, je ne sais pas ce qui serait passé, mais en tout cas, ça a, malgré tout, quelle que soit la douleur des rescapés qui assistent, et Hélène connaît, enfin, Hélène, qui on a beaucoup traîné notre boss dans ces Gacaca-là, et bien, quelle que soit la douleur des victimes, des rescapés, ça permet quand même cette restitution de cette histoire de leur quartier, mettre un nom sur le crime, la manière dont ça a été commis, et surtout aussi, eh bien, voir les criminels devant eux qui ont fait ça, même si de nuit, eh bien, ça change tout. Je crois que s'il y a une espèce d'apaisement, même dans la douleur, qui permet une certaine reconstruction. Et ça, c'est très 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 important. Et pour finir, notre motivation, surtout la mienne, puisqu'on traîne beaucoup sur ces collines à la recherche des témoins et du témoignage pour nourrir les tribunaux et aussi peut-être les chercheurs de demain que vous êtes ici. Ces documents-là sont primordiaux parce qu'on ne peut pas travailler, on n'a pas une autre matière en fait pour pouvoir juger, on n'a que ça. Mais je voudrais surtout exprimer vraiment toute la douleur des rescapés qui
je ne sais pas comment dire ça, qu'il faut réellement porter, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire. C'est des personnes très très isolées sur ces collines, du moins ce qu'on rencontre, qui ne veulent pour la plupart parfois plus témoigner parce qu'ils n'en peuvent plus, sont malades, fatigués, pauvres, et qui parfois ne survivent que grâce à leurs tueurs qui leur donnent à manger pour les faire taire. Et là, on touche le fond et c'est pas spécialement... Je dirais rien que pour ça, rien que pour eux, même si tous les jours, il y a des jours où j'abandonne, mais tous les jours je recommence, parce que c'est pas toujours facile, heureusement qu'on est deux. Rien que pour eux, pour les rescapés, pour notre histoire, nous devons de tenir le coup. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup Dafrosa pour votre témoignage. Merci Alain Dafrosa pour votre travail aussi. Rachel Lindon, vous êtes la dernière intervenante de cette table ronde. Vous vous inscrivez pleinement dans la continuité de l'action des associations de défense des victimes du génocide et tout sur Rwanda. Vous êtes effectivement avocate au barreau de Paris et de Marseille et avocate aussi de Marseille et de Madrid, inscrite également à la Cour pénale internationale. Vous avez notamment représenté dans les procès en France la LICRA et IBUCA. Est-ce que vous pourriez, donc tout à l'heure on est revenu sur la compétence universelle de la France, vous pouvez peut-être revenir rapidement sur vous, votre rôle d'avocate dans la défense des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, et puis aussi nous expliquer quelle est la place selon vous des avocats dans l'accusation et la défense des génocides. Merci. Vous m'avez un peu surprise. Je ne vous remercie pas d'être la dernière parce que passer après Dafrosa n'est pas chose aisée, on ne va pas se mentir. Surtout pour parler de droit. Donc, je vais quand même... L'avantage, c'est qu'il n'est plus à expliquer ce qu'est la compétence universelle. Alain en a parlé brièvement. On a retranscrit une résolution de l'ONU pour permettre à la France d'exercer sa compétence universelle en cas de crime. Et nous ne l'avions pas précisé, commis de génocide ou de crime contre l'humanité, commis sur le territoire du Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. Et je précise cela car nous avons une instruction qui effectivement s'est clôturée par un non-lieu, car nous avions des preuves pour des faits plutôt de 93. Donc ce n'est pas par manque de preuves, mais plutôt là par problème temporel. Grâce au travail admirable du CPCR, effectivement, il y a eu des instructions ouvertes. Quel est le travail d'un avocat d'association et maintenant parfois de personnes physiques, ce qui est assez différent, il ne faut pas se mentir. Pendant les instructions, on peut, de la même manière que la défense, demander des actes au juge. Aujourd'hui, on a un pôle créé spécialement, pôle crime contre l'humanité, qui a permis d'avancer bien plus que les 15 ou 20 premières années dans les instructions ouvertes. Un avocat de partie civile pendant le procès a un positionnement compliqué. Évidemment, nous sommes la parole d'associations ou personnes physiques que nous représentons. Nous ne sommes pas l'avocat général. Parfois, il est même difficile de ne pas heurter les arguments de l'avocat général juridiquement ou factuellement et d'aller en contradiction avec l'avocat général, ce qui pourrait permettre à la défense de dire, ben voyez, eux-mêmes ne sont pas d'accord. Donc on doit représenter cette partie civile et en même temps, on ne peut pas ne pas avoir envie d'attaquer un peu la défense qui, parfois, lorsqu'on représente surtout des personnes physiques, me concernant en tout cas, ont directement meurtri l'entourage, les enfants, les parents, la famille complète de ceux qu'on a l'honneur de représenter. Notre travail aussi, dans l'instruction comme pendant un procès, c'est d'avoir des témoins utiles pour éclairer le débat, parce que nous avons dans ces procès en France, il y en a eu 4 donc, parce que première instance et appel pour chacun des 3 qui ont finalement été condamnés. Il y avait d'abord Simbi Kongwa, puis Ngenzi Baraya ensemble. Il y a également un long moment de contexte, j'en parlerai un petit peu après, parce qu'il y a
la question qui se pose, c'est comment peut-on les juger? C'est bien beau la compétence universelle, c'est ce dont tout le monde rêve, tout le monde a rêvé, après des crimes contre l'humanité pareil, mais nous, la France, avec un jury populaire composé de personnes qui ne sont pas allées parfois en Afrique, et quand bien même ils y seraient allés, ne sont pas allés au Rwanda, ne connaissent que peu le Rwanda, encore moins la différence Tutsi ou tout que s'est-il passé en 1994, il y en a beaucoup. Et ils sont tirés au sort et ils vont être là pour juger. Et ce pendant 2 mois, en général. Donc on a une longue période de contexte, puis de fait, avec, et là c'est l'utilité parfois aussi des avocats, et de savoir citer des témoins utiles, et évidemment de poser des questions et participer à ce procès sans nul doute. Mais l'angle que je voulais prendre, et je vous en avais parlé, c'est aussi celui que la défense, et aujourd'hui aucun avocat de la défense n'a été invité, j'en suis très satisfaite, je suis là, mais c'est que souvent on va vous dire « non mais c'est pas possible, enfin ». Et d'ailleurs, ça sera porté au gachacha, ils vont vous prendre un petit morceau d'un jugement gachacha pour dire « regardez, évidemment il était innocent, mais sinon les gachacha, vous imaginez, c'était n'importe quoi ». Le FPR est arrivé au pouvoir et depuis on ne peut plus rien croire de ce qui se passe au Rwanda. TPIR, pareil, on prend des petits morceaux de ce qui est utile, surtout lorsqu'il y a des acquittements, et ensuite on vous dira que quand même c'était encore une justice de vainqueur. Et de la même manière, on va vous dire comment, alors ce sont les avocats de la défense tout aussi blancs que moi qui vous diront mais comment, on n'est pas rwandais, on ne peut pas comprendre, ils se sont quand même autorisés à être avocats de ces mêmes rwandais. Mais enfin, cet impossible jugement, qui est au contraire, et Dafrosa le disait, pas parfait, mais si important et si possible pour les parties civiles. Et les critiques qui, à mon avis, ont eu lieu dans toutes les juridictions internationales, parce que finalement, y a-t-il vraiment un moyen de défense quand on a commis un génocide et un crime contre l'humanité? J'en doute. Donc, premier argument dans toutes les procédures, c'est qu'un témoignage, ça vaut rien, et que ces procédures-là, ces procès-là ne sont fondés que sur les témoignages. C'est vrai. Parfois, on a des éléments matériels miraculeux, une petite liste de... Il semblerait qu'en 93, on ait massacré quelques Tutsis. Non, non, mais moi, je n'étais pas contre les Tutsis, me dira un bourgmestre, par exemple. Bon, là, on a un petit élément montrant qu'il se passait déjà des choses, mais c'est rare, et donc on n'a que les témoignages. Et on va vous dire d'un revers de main, il faut tous les mettre de côté, parce que regardez, vous avez dit ça en 95, la première fois que vous avez entendu, puis en 2018, pendant le procès, parce que c'est à peu près le laps de temps, pour finalement avoir un procès, vous dites pas tout à fait pareil. Donc, et puis de toute façon, vous êtes trop victime. Et puis de toute façon, si vous êtes incarcéré au Rwanda, c'est pour avoir une remise de peine. Bon, pour ceux qui sont condamnés à perpétuité, on peut aussi se demander ce qu'ils vont y gagner, mais... Et c'est continuellement les critiques sur les témoignages qu'il faudrait tous jeter à la poubelle. Et ça, c'est une critique qu'il y a de la défense, systématiquement. Et l'avocat de la partie civile doit, pour son client, mais aussi parfois pour les autres, juste rétablir la véracité, la possible, évidemment, transformation, mais pas mensonge pour autant, c'est-à-dire que le temps passe, le traumatisme a été vécu, et il est reconnu par tous les psychiatres qu'un traumatisme aussi peut obérer certains passages de certains souvenirs.